été là. La France a toujours été là dans ce dossier. Annie évoquait tout à l'heure les échanges des massifs Koniambo-Poum. Je rappelle que l'État est intervenu sur ce dossier et a dédommagé Eramet à hauteur de 18 milliards. De la même façon qu'en 2013, l'État est intervenu pour solder notre dette. On avait une dette nickel. Elle a été soldée par l'État, elle a été abandonnée par l'État. Et puis KNS a eu droit à un emprunt, Vallée a eu droit à un emprunt très récemment, 2016, la SLN pareil. Donc l'État est toujours intervenu sur ce dossier nickel pour nous permettre de passer des périodes difficiles. Et nous, ce qu'on souhaite dire aujourd'hui, les loyalistes, c'est qu'on a besoin d'une nation forte pour continuer de nous accompagner. J'entends la volonté de vouloir maîtriser sa ressource. C'est aussi la nôtre. Faire en sorte que nous puissions créer le maximum de valeur ajoutée sur le territoire. Mais être majoritaire dans les usines, ça signifie aussi payer une taxe. Vous savez que la Nouvelle-Calédonie est le seul pays au monde où la ressource est gratuite. Il n'y a pas de taxe à l'extraction, il n'y a pas de taxe à l'exportation. Et aujourd'hui, moi, ce que je note, c'est qu'au niveau du Congrès, les indépendantistes repoussent à chaque fois le texte qui a été proposé par le gouvernement pour créer ces taxes-là. Et si on veut, comme le dit M. Goromido, créer un fonds souverain pour pouvoir diversifier notre économie, il faut absolument que ce texte soit étudié et qu'on crée cette redevance, ces deux redevances, pour pouvoir alimenter ce que les uns appellent le fonds souverain, les autres le fonds pour les générations futures, en tout cas de quoi ensuite donner du travail aux générations futures. Alors Annie Roisé, pour Calédonie Ensemble, on a bien conscience que tous vous êtes pour justement préserver les 3000 emplois de l'usine du Sud, 1500 emplois directs et autant indirects. Est-ce que la Calédonie a les moyens d'avoir 3 usines de traitement de nickel avec des procédés différents aujourd'hui, merci, en sachant que toutes 3 rencontrent des difficultés? Merci Claudette pour cette question. Pour nous, en tout cas, la question, c'est pas est-ce que la Nouvelle-Calédonie a les moyens. C'est plutôt comment on fait pour accompagner nos 3 usines. Je rappelle qu'aujourd'hui, les usines du nickel représentent 15 à 20 000 emplois directs, indirects et induits. Donc ce que je veux dire, c'est comment à travers l'État, comment à travers la Nouvelle-Calédonie, comment à travers les provinces, on puisse accompagner notre stratégie du nickel, notre nickel. L'histoire nous l'a dit. L'histoire nous montre que ces acteurs-là ont joué leur rôle. Et notamment l'État. Nina Julier, Madame Julier vient de nous dire l'implication de l'État dans notre usine du nickel, avec les prêts qui ont été accordés. La Nouvelle-Calédonie a son rôle à jouer à travers ce qu'on appelle le cadre fiscal. C'est quoi le cadre fiscal? Le cadre fiscal a permis à l'usine du Sud et l'usine du Nord de voir le jour. Le cadre fiscal, c'est quoi? C'est des avantages fiscaux que l'on donne à ces usines-là durant la construction et durant l'exploitation. C'est 15 ans. Un certain temps, ne pas justement être exonéré d'impôts. C'est 15 ans. Le cadre fiscal, c'est 15 ans d'exonération d'impôts. Donc, l'histoire nous a dit que ces acteurs-là ont un rôle et ils ont joué pleinement leur rôle. Mais il y a aussi, certes, ils sont des acteurs, mais il y a aussi ce que j'appelle, moi, l'environnement social, qui joue aussi un rôle. Je prends un exemple. Pour l'usine du Sud, il y a un pacte de développement durable qui a été signé entre Vallée et les coutumiers du Sud, pour montrer qu'en fait, l'environnement social a un rôle à jouer. Donc, voilà ce que je peux dire, en tout cas, sur l'implication de tous ces acteurs. Et il faut aller plus loin, bien sûr. Aujourd'hui, on dit qu'il faut la maîtrise des matières premières, parce que pour nous, c'est une souveraineté importante. Donc, voilà, le nickel, pour nous, c'est... le nickel, à notre égard, j'ai envie de dire, c'est comme l'industrie aéronautique ou l'industrie nucléaire pour l'État français. Aujourd'hui, l'État français et actionnaire majoritaire dans ces industries-là. Et bien nous, c'est ce qu'on veut pour les nickels. On souhaiterait que les intérêts des Calédoniens, on souhaiterait que la Nouvelle-Calédonie, notre pays, est actionnaire majoritaire dans ces industries-là. Joseph Goromido, je rebondirai par rapport à ce que vient de dire Annie Roisé. Est-ce qu'il faut attendre encore l'aide de l'État, des collectivités, concernant notamment l'usine du Sud, puisqu'il s'agit de cela? Je pense que l'État doit jouer son rôle. C'est bien sa responsabilité d'arbitrer, de faire en sorte que les choses évoluent et que les acteurs participent activement dans ce processus, dans la maîtrise du nickel. Et je pense que les populations qui sont autour, les coutumiers, tous les acteurs économiques, ils sont concernés et ils doivent prendre leurs responsabilités
et ne pas toujours attendre que l'État participe là, participe ici, comme dans Vallée Nouvelle-Calédonie, comme dans les 63 milliards prêtés à la SLN. Eh bien, il faut que nous prenions nos responsabilités. Et c'est par exemple dans le cas de l'usine du Nord, il a simplement fallu redéployer la défiscalisation et que les gens sur place ils prennent leurs responsabilités. Mais le pacte de stabilité fiscale... Comment les Calédoniens peuvent-ils prendre les responsabilités par rapport justement à l'usine du Sud qui rencontre des difficultés actuellement? Justement, quand il y a des problèmes financiers, quand il y a des problèmes avec la population, il faut que les acteurs de l'usine ils puissent voir en interne quelles sont les solutions à apporter à ces problèmes-là. S'il y a un problème de trésorerie à la SLN, ils ont fait un prêt de 63 milliards avec Eramet, avec l'État. Aujourd'hui, ils reviennent nous voir parce qu'il y a un problème de trésorerie. Est-ce que les actionnaires ils peuvent participer à l'augmentation de capital? Est-ce qu'ils peuvent participer à la trésorerie? Mais il ne faut pas toujours demander au public de venir. Il faut qu'en interne, ils puissent trouver des solutions. Ils font des efforts, bien sûr, dans le pacte de compétitivité, dans les horaires, etc. Mais il faut encore faire plus, puisque le matériel, il est vétuste. La centrale, il faut la changer. Les deux fours, c'est pareil. Donc en interne, il faut trouver, c'est ça, prendre ses responsabilités. En tout cas, c'est ce qui se fait déjà à l'usine du Nord. Même quand on dit il y a 1000 milliards de dettes. De dettes pour du groupe Sofinor. Sofinor, oui. Mais il y a 511 millions de retombées économiques. En exploitation, 328 milliards et en construction, 183 milliards et qui ont 50% pour les entreprises de la province Sud, 50% pour les entreprises de la province Nord. Et 900 000 emplois, voilà, à dire. Et puisqu'on était à la province du Sud, on était à 5% pour la Calédonie, dans le capital social justement de Vallée NC, c'est-à-dire 50% pour la province Sud et 53% pour les deux autres provinces, Sud et Nord et Île. Concernant cette question, parce que là, on est parti aussi sur l'usine du Nord, pour en revenir à l'usine du Sud, vous le disiez à l'instant, Nina Julier, il faut vraiment que l'État, ou en tout cas les collectivités, aident cette usine à poursuivre son activité. Elle le fera en tout cas jusqu'à la fin de cette année, c'est ce qu'a dit le PDG de Vallée NC. Mais qu'est-ce qui se passe après? Écoutez, moi je pense que, puisqu'on parlait de stratégie, je crois qu'il ne faut pas être dogmatique. Il n'y a pas les indépendantistes d'un côté qui veulent créer de la valeur ajoutée, qui veulent protéger la ressource et la valoriser, et de l'autre, les loyalistes qui voudraient dilapider la ressource n'importe comment. Je crois que notre volonté, elle est la même, c'est d'essayer de produire le maximum de retombées économiques à partir de notre ressource pour nos générations futures. Je crois que là-dessus, on est tous d'accord. Maintenant, il faut essayer de rester objectif et d'analyser le contexte. Il y a des stratégies qui sont compliquées à mettre en place parce que le contexte est compliqué. Moi, j'entends quand on veut posséder 51%, mais aujourd'hui, est-ce qu'on a les moyens de faire ça? Aujourd'hui, en fait, il ne faut pas s'arrêter sur des positions. Il faut analyser la situation de façon objective et d'essayer de trouver la meilleure solution pour qu'on ait le maximum de retombées économiques. Et c'est ce qu'on propose chez les loyalistes, qu'on puisse se mettre autour de la table, prendre en compte des éléments de contexte qui ont évolué et qui ne sont plus les mêmes que ceux d'il y a 20 ans, 30 ans, avec un cours du LME qui est extrêmement volatile et qui est extrêmement dangereux pour nous, avec l'émergence du marché sur les batteries électriques qui est une opportunité pour nous, avec un président de la République qui veut absolument mettre en place un axe Indo-Pacifique en donnant une place prépondérante à la Nouvelle-Calédonie. Donc tous ces éléments de contexte, il faut qu'on arrive à les analyser en essayant de dépassionner le débat dans l'intérêt général. Dépolitiser le débat aussi, je dirais. Dépolitiser, dépassionner, parce que là, il en va de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie au-delà des enjeux politiques. Oui, alors,
Je vous en prie, Annie Croisier. J'aimerais juste rebondir sur la question pour l'usine du Sud. Alors, je rappelle juste aux auditrices et aux auditeurs le schéma financier à l'heure actuelle de l'usine du Sud. Aujourd'hui, Vale vend l'usine du Sud à 0 francs. Vale vend l'usine du Sud à 0 francs. Vale laisse dans les caisses 50 milliards de francs pacifiques pour le projet Lucie. Le projet Lucie, c'est le projet de stockage de résidus à sec. Aujourd'hui, l'État a accompagné déjà Vale. Il y a 20 milliards de francs pacifiques également pour le prêt. Il y a 10 milliards de francs pacifiques pour la défiscalisation du projet Lucie. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, Vale vend l'usine du Sud avec 0 francs et dans les caisses 80 milliards de francs pacifiques. Est-ce que c'est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Il nous faut avoir d'autres sources de financement pour le Fonds de développement durable, pour le FDR, pour remettre en état la raffinerie de l'usine du Sud et enfin remettre les installations suite à l'audit indépendant que NCR avait demandé. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de 50 à 80 milliards de francs pacifiques. Est-ce que c'est énorme? Non, parce que le coût de la construction de l'usine du Sud s'élève à 500 milliards de francs, à 800 milliards de francs CFP. Donc aujourd'hui, certes, il y a des difficultés financières, mais qu'est-ce qu'on a sur la table? On a l'offre de Coréen Zinc et Sofinor. Qu'est-ce qu'on sait de cette offre-là? On sait que c'est une offre calédonienne. On sait que Coréen Zinc est une entreprise de taille raisonnable parce qu'elle fait 2,5 fois plus de chiffre d'affaires que Eramet. Coréen Zinc est spécialiste dans l'hydrométallurgie parce que c'est elle qui a construit la raffinerie dans laquelle aujourd'hui Vale envoie le produit semi-fini qu'ils sont en train de faire à Vale Nouvelle-Calédonie. Les intérêts des Calédoniens sont pris en compte. Et enfin, le produit fini que propose Coréen Zinc, c'est un produit fini, donc la valeur ajoutée sera sur le territoire, et ça signifie 30 milliards de francs pacifiques en plus comparé à l'offre de NCR. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a une difficulté financière. OK, aujourd'hui, on a une seule offre sur la table. Donc, nous, on ne dit pas qu'il faut prendre absolument Coréen Zinc. On dit simplement qu'au vu des 3000 familles qui est derrière l'usine du Sud, on se doit de se mettre autour de la table et de discuter du financement de cette usine-là. Voilà ce que je voulais rappeler sur l'usine du Sud. Merci. Là, je m'adresse à tout le monde. Là, alors, on est bien d'accord. Joseph Goromidio, vous vouliez compléter avant qu'on passe à la... Simplement pour dire que je partage tout à fait ce que vient de dire Mme Croisier. Quand je disais tout à l'heure, je ne peux pas trop en parler. Mais quand même, nous avons fait une offre, puisque au mois de décembre, il y a eu un appel d'offres, et donc international. Et nous sommes aussi candidats comme tout industriel qui a une expérience. Mais effectivement, Coréen Zinc, il a la puissance financière nécessaire pour nous accompagner dans la reprise de l'usine du Sud. Je voulais ajouter. D'accord. Est-ce que là, vous avez des retours, puisqu'on a demandé un délai supplémentaire justement pour qu'il y ait une décision par rapport à cette reprise? Vous avez peut-être des informations à ce niveau-là? Non, on attend comme tout le monde. Donc, il y a une demande pour porter de 6 mois. Et donc, nous, on va attendre. Alors, on a beaucoup parlé de l'usine du Sud, mais il y a également la SLN qui rencontre des difficultés avec 8 exercices qui ont été déficitaires consécutifs. Là aussi, il y a une demande qui est faite de la part des dirigeants de la SLN pour qu'on leur octroie 2 millions supplémentaires de tonnes d'exportation de minerais. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais commencer. Annie Croisier pour Calédonie Ensemble. Alors oui, effectivement, Claudette, toutes les usines métallurgiques de notre pays sont en déficit. L'IOM vient de publier un tableau où 1400 milliards de déficit pour nos 3 usines métallurgiques. Aujourd'hui, on nous parle d'exportation. Je voudrais rappeler qu'il y a 1 an, la SLN est venue au Congrès pour nous présenter son plan pour sauver, entre guillemets, la SLN. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce plan? Il y a l'exportation de 4 millions de tonnes, il y a la refonte du travail dans l'usine et dans les mines, et il y a l'énergie. 1 an après, qu'est-ce qu'on constate? On n'a pas le résultat escompté. Qu'est-ce qu'on constate 1 an après? La Nouvelle-Calédonie a autorisé ces 4 millions de tonnes, c'est ce qu'on a fait au Congrès. Les salariés de la SLN, ils ont fait des efforts pour atteindre cet objectif. Et enfin, Enercal perd 1 milliard de francs pacifiques par an au profit de la SLN. Et aujourd'hui, on nous vient nous dire, finalement, on a besoin de 2 millions de tonnes supplémentaires. Vous trouvez ça normal? Aujourd'hui, accepter d'exporter en plus 4 millions de tonnes ferait de notre pays... Il y a au total 6 millions de tonnes pour la SLN. Oui, 4 millions de tonnes avec les 2 millions de tonnes de Vale et 2 millions de tonnes
de la SLN. Aujourd'hui, exporter en plus 4 milliards de tonnes supplémentaires, c'est faire de notre pays un pays qui exporte plus de minerais bruts et qui ne peut pas l'exploiter, que l'on en transforme. Vous trouvez ça normal? Dans tous les pays du monde, même en Indonésie, le pays indonésien favorise plus l'exportation, interdit l'exportation de cette année. Voilà, mais donc c'est la question que je pose. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on exporte plus que l'on produit localement? Et vous savez très bien les retombées économiques qu'il y a, les valeurs ajoutées qu'il y a dans notre pays. Donc ça, c'est ce que je voulais dire, en tout cas pour les exportations de minerais. Nina, Julie, un commentaire par rapport à ce que vient de dire Annie Froisé? Moi, je pense qu'il ne faut pas aujourd'hui qu'on se trompe de débat à 2 semaines du référendum. Ces questions, elles sont importantes. On a l'occasion d'en débattre au Congrès. Elles ont été repoussées de l'ordre du jour parce que le référendum a lieu très prochainement. Et la question, là, c'est est-ce qu'on veut rester français ou pas? Et en matière d'économie du nickel, est-ce qu'on a besoin de la France ou est-ce qu'on n'en a pas besoin? Moi, c'est comme ça que j'analyse le débat d'aujourd'hui qui s'inscrit à 2 semaines, encore une fois, du référendum. Moi, je regarde l'histoire et je vois qu'à chaque fois que notre industrie du nickel a été en difficulté, on a eu une nation forte pour nous accompagner à maintenir des emplois, pour nous faire des prêts, même pas pour de l'investissement, mais pour permettre de financer notre fonctionnement, pour permettre de passer les étapes compliquées. Ce sont des prêts, ce sont des garanties apportées par l'État qui ont été extrêmement importantes d'un point de vue stratégique. Encore dernièrement, puisque vous parliez de la SLN, l'État a assuré qu'il apporterait sa garantie pour la construction de la future centrale, qui doit remplacer la centrale qui pollue Nouméa. Donc la question, elle est là, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, notre territoire, avec 25% des ressources mondiales de nickel, a les moyens de se passer de la 5e puissance mondiale, du pays fondateur de l'Union européenne? C'est ça le vrai enjeu. Je laisserai Joseph Goromido vous répondre à la question que vient de poser Nina Julier. Moi, j'ai répondu un peu tout à l'heure. J'ai dit il faut prendre nos responsabilités. L'État prend ses responsabilités et nous accompagne. Mais nous aussi, nous prenons nos responsabilités. Donc, avant d'exporter le minerai par la SLN 2 millions de tonnes, c'est exactement ce qu'a dit Mme Croisé. Déjà 4 millions. Ensuite, les ouvriers font des efforts. Beaucoup de monde fait des efforts et maintenant il faut encore exporter 2 millions de tonnes. Moi je disais tout à l'heure, exporter le minerai brut, ça ne rapporte rien au pays. Il faut exporter du minerai qui va se transformer et créer de la richesse pour que la rente métallurgique revienne et serve aux populations du pays. Valais aussi pense exporter pour combler ces 30% que vous disiez tout à l'heure. Il faut se débrouiller autrement, parce qu'on ne peut pas toujours, ça fait des années et des années, 160 ans, qu'on exporte ce minerai brut. Il faut changer de modèle aujourd'hui. Il faut transformer sur place, il faut créer la richesse. Mais bien sûr, si l'État nous accompagne, c'est son rôle pour la décolonisation. Donc moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Il nous accompagne. Je reste avec vous, Joseph Goromido. Quelle est la situation de l'usine du Nord? Vous l'avez évoqué tout à l'heure, avec une dette importante, plus de 1000 milliards de dollars, c'est ce que vous disiez. Une capacité de production jusqu'à présent de quoi 28 000 tonnes en 2018. 2018. Et là, un peu moins. L'objectif, c'est quoi? 60 000 tonnes Oui, c'est 60 000 tonnes. Là, il y en a un peu moins, puisque, comme toute usine, il y a des problèmes qu'on rencontre, techniques, etc. Donc, les 2 fours, ils ont des problèmes de chauffage des briques réfractaires. Et donc, il n'y a qu'une seule ligne qui marche en ce moment. L'autre, il est en réparation. Donc, il y a beaucoup de problèmes de maintenance. Mais comme je disais tout à l'heure, on prend nos responsabilités. Et donc la dette junior vient apporter de la trésorerie pour la construction, pour les réparations, pour tout cela. Mais c'est la dette de KNS. Voilà.
Ça s'arrête à KNS. La SMSP, la maison mère, c'est 22 milliards de dettes. La maison mère de la SMSP, la Sofinor, c'est 6 milliards de dettes. La province Nord, il a sa dette normale dans le cadre de son budget provincial. Donc effectivement, il y a 1000 milliards, mais je disais tout à l'heure, il y a des retombées aussi par rapport à tout ça. 511 milliards pour la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est-à-dire qu'il faut lui laisser le temps de, en tout cas, réparer ces deux fours, le premier et le deuxième four, pour qu'elle puisse atteindre sa pleine capacité de production. Donc le deuxième, il est en réparation en ce moment. Je voudrais juste réagir sur ce que M. Goromido il dit. Il vient de dire que KNS rencontre des difficultés. J'ai envie de dire toutes les usines rencontrent des difficultés. Vale est en train de vendre. La SLN s'est engagée dans une procédure de sauvegarde déposée devant le tribunal de commerce. Excusez-moi. Et KNS a des difficultés. Toutes nos usines ont des difficultés. Aujourd'hui, l'usine du Nord, je rappelle que c'est un élément important du rééquilibrage. C'est un élément important des accords de Matignon. C'est le processus dans lequel on se trouve. Donc, l'usine du Nord, c'est un élément important. On a toujours soutenu l'usine du Nord parce que s'il n'y avait pas d'usine du Nord, ça ne serait pas que 75% de la population en province sud. L'usine du Nord a été construite également pour fixer les populations dans la province Nord. Donc, certes, il y a des difficultés techniques que l'on rencontre, mais ce qui est bien, enfin, si je peux dire ça comme ça, c'est que KNS est adossé à une entreprise mondiale. Je rappelle juste les chiffres pour que les auditrices et les auditeurs en... Glencore, c'est combien? C'est 250 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Vale, c'est 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Eramet, c'est 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ce que je veux dire, c'est que l'important pour les intérêts calédoniens, c'est d'être adossé à une entreprise internationale. Voilà ce que je veux dire par rapport à l'usine du Nord. Non, mais excusez-moi, mais je crois qu'on n'est pas là pour dire quel est le meilleur, c'est qui le champion du monde en Calédonie du nickel. Hein. On voit que tous rencontrent des difficultés. Et moi, je suis désolée, aujourd'hui, il n'y a pas un modèle meilleur que l'autre. Hein. Annie Kouaizé l'a dit, elle est d'accord avec ce que dit M. Goromido. Les 3 usines peinent à boucler les fins de mois. On a des problèmes d'emploi, etc. Mais je pense encore une fois que le sujet, là, 2 semaines du référendum, c'est pas ça. C'est dans ce contexte compliqué, est-ce qu'on peut avoir les moyens de se passer de l'État? Nous, en tout cas, chez les loyalistes, on dit non. Sur ce sujet particulier, l'histoire nous montre que, heureusement que l'État était là, et pour la suite, on souhaite que l'État puisse encore s'impliquer et nous aider justement à sortir de cette situation économique dans laquelle on est. D'autant que c'est une opportunité pour nous d'être Français aujourd'hui et d'être Européens, parce que je l'ai dit tout à l'heure, on a un marché des batteries électriques qui s'offre à nous, et que ce marché-là pourrait nous permettre d'ailleurs de faire le maximum de valeur ajoutée sur notre territoire en allant le plus loin possible dans la transformation de notre matière première. Et on a la France qui est là et qui a besoin de sécuriser ses approvisionnements en nickel de la même façon que l'Europe. Donc c'est un accord gagnant-gagnant. Donc c'est pour ça que nous on dit aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, avec l'opportunité du marché des batteries électriques qui s'ouvre à nous, être français est une chance et il faut qu'on continue à travailler en partenariat avec eux. Moi, je ne vois pas demain, si la France venait à se retirer, avec une transition ou pas, plus ou moins rapidement, le résultat serait le même. Comment est-ce qu'on fait, petit pays perdu dans le Pacifique, avec 25% des ressources de nickel, pour se protéger de l'extérieur? Est-ce qu'il n'y a pas matière, justement, à mettre en place une stratégie pays concernant cette ressource nickel? Depuis des années, on en parle de cette stratégie. Apparemment, on n'arrive pas à se mettre d'accord. En tout cas, les politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord là-dessus. Comment on fait? Alors c'est vrai que vous avez raison. Hein. C'est vrai que vous avez raison que sur la stratégie, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et là, j'ai envie d'aller plus loin. Parfois, le débat n'est pas indépendantiste, loyaliste, hein, parce qu'au sein même de nos formations, on a des divergences d'opinion. Il ne faudrait pas justement dépolitiser ce dossier-là, même si on sait en Calédonie que politique et économie, la plupart du temps, c'est très étroitement lié, ne pas sortir de ce schéma de gestion et se dire que finalement, qu'est-ce qu'on privilégie? L'intérêt commun? Je vais juste apporter un élément de réponse, Madame Choupit. Comme j'ai dit tout à l'heure, le nickel a toujours été un élément stratégique. Donc, c'est stratégique, c'est politique, j'ai envie de dire, parce que c'est
c'est quelque chose d'important, en tout cas, pour notre pays. Je veux juste rebondir aussi sur ce que Mme Julie a dit par rapport à la participation de l'État. Aujourd'hui, ce que je sais de l'État, c'est que l'État participe à hauteur de 28% dans le capital d'Eramet SLN. Aujourd'hui, Eramet SLN a besoin de l'État. Pourquoi? D'abord les fours, on a déjà évoqué tout à l'heure, et ensuite, aujourd'hui, on est en train de poser une procédure de sauvegarde. Donc, on a besoin que l'État agisse déjà aujourd'hui. Et la question de souveraineté, on parlait tout à l'heure que maîtriser, pour nous en tout cas, maîtriser la matière première, notre ressource, le nickel, c'est une question de souveraineté. Donc, on peut le faire aujourd'hui même, c'est pas en attendant demain que le pays soit indépendant ou pas. Aujourd'hui même, dans la République, on peut devenir souverain sur notre matière première. Être souverain, c'est juste décider de ce que l'on veut sur le nickel. Voilà ce que je voulais rajouter. Est-ce qu'il ne faut pas valoriser sa ressource en nickel sur le territoire et non pas l'exporter? Nina Julier, je vous pose la question. Écoutez, encore une fois... Pour qu'on ait ces retombées économiques sur le territoire, comme vous le disiez tout au début d'émission. Écoutez, encore une fois, la volonté, elle est là. Il faut que la stratégie soit partagée. Comme vous l'avez dit, il faut essayer, même si c'est très compliqué, en plus dans le contexte où on est, de dépolitiser le débat dans l'intérêt général. Mais... Par contre, moi, je reste persuadée qu'on a tous cette volonté de tirer le maximum de valeur ajoutée de notre ressource. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'un côté ceux qui veulent une stratégie pays et de l'autre ceux qui voudraient dilapider la ressource. Non, c'est faux. Non seulement on veut que notre ressource elle soit utilisée au mieux, mais tout en préservant l'environnement. Et ça, j'insiste, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler du nickel sans parler de l'environnement. On doit absolument faire les choses proprement, parce que de toute façon, la ressource va se tarir. C'est une ressource non renouvelable, ce nickel. Il va bien falloir qu'on ait d'autres leviers de développement. Et notre plus grande richesse en Calédonie, c'est l'environnement. Donc on ne peut plus faire de la mine comme on faisait avant. Et il faut qu'on rentre dans une transition économique, dans une transition écologique pour préparer l'après-nickel. On va y aller de toute façon inexorablement, donc il faut le préparer. Et quand il y a une proposition de loi sur le bureau du Congrès qui vise à mettre en place une redevance d'extraction, une redevance à l'exportation, c'est essentiel de le voter, parce que c'est ça qui va alimenter les caisses pour faire de la diversification économique. Aujourd'hui, le dossier est en stand-by et on n'arrive pas à avancer là-dessus. Donc si on a tous cette volonté d'aller trouver de nouveaux leviers économiques, il faut absolument qu'on constitue des fonds de réserve pour se donner cette ambition-là. Joseph Goromido, sur la stratégie nickel, pays. Oui, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. La position des indépendantistes. La position qui est défendue par le FLNKS. Et donc la maîtrise de la ressource nickel. Mais je voulais dire qu'on est dans un débat sur l'économie, et donc il faut dépolitiser, bien sûr, ce débat. Je dirais que ça ne tient qu'à vous, les politiques, de dépolitiser le débat. Là, c'est un peu compliqué dans le contexte. L'État, il est là, il accompagne. Est-ce qu'il sera plus là? Est-ce qu'il va se retirer? Nous, je pense qu'il ne faut pas parler de rupture. Il y a une discussion, on a fait 30 ans de changement. On a fait 20 ans d'accord de Nouméa, c'est constitutionnalisé. Donc il faut qu'on aille calmement dans le dialogue. Il faut toujours parler, mettre les choses en commun. Et donc l'État, pour moi, il sera encore là pour nous accompagner, puisque ce n'est pas une rupture avec la France, c'est simplement la souveraineté, et donc accompagné par l'État. Voilà ce que je veux. Oui, un dernier mot sur stratégie nickel et après je rebondirai sur la diversification. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a chaque étape importante de la Nouvelle-Calédonie, il y a toujours un volet nickel. Donc, je pense que la prochaine étape, c'est le 4 octobre ou après, lorsqu'on va changer de statut, s'il y a un nouvel accord. Mais en tout cas, je suis sûre et certaine qu'il y aura un volet nickel et je crois qu'on aura la nouvelle stratégie du pays. Donc ça, c'est juste pour dire que voilà, il y a
quelque chose qui va arriver très prochainement. Concernant la diversification économique, dans notre mouvement, on est très attaché. En tout cas, pour nous, la diversification économique passe par ce qu'on appelle la conquête. Vous abordez le deuxième thème, la deuxième partie de l'émission. Je voulais répondre parce que Nina Julie a déjà parlé de diversification, mais je peux attendre la deuxième partie si vous voulez. Je vous en prie. Merci Madame Tchoupit. Donc, pour nous, la diversification économique passe par ce qu'on appelle la conquête des souverainetés utiles. C'est quoi la conquête des souverainetés utiles? C'est la souveraineté alimentaire, la souveraineté énergétique et la souveraineté économique. La souveraineté alimentaire, c'est quoi? C'est être capable de produire des biens alimentaires pour nourrir l'ensemble de notre population. Aujourd'hui, vous savez, on produit 18% de ce que l'on mange. On est obligé d'apporter 82% de l'extérieur pour nourrir notre population. Le chemin est lent, c'est sûr, mais l'histoire nous a montré que nous sommes capables, parce que nous avons les terres nécessaires, nous avons le savoir-faire nécessaire, il nous manque juste une volonté politique nécessaire. Aujourd'hui, atteindre cette souveraineté alimentaire, c'est une conquête pour nous majeure, parce que c'est un élément d'un pays indépendant. Aujourd'hui, un pays indépendant en 2020 dans le monde, c'est un pays qui sait nourrir sa population. Et ça, on peut l'atteindre en étant à l'intérieur de la République, au sein de la République. Donc une souveraineté alimentaire. Ensuite, une souveraineté énergétique, c'est quoi? C'est être capable de produire de l'énergie avec l'eau du pays, avec le vent du pays, avec le soleil du pays. On a déjà initié en 2016 au Congrès avec le schéma de transition énergétique qu'on a adopté en 2016. Donc pour dire qu'on est déjà sur ce chemin-là. Et enfin, une souveraineté économique. On est très attaché à la production locale. Et aussi, aujourd'hui, ce n'est pas trop le cas avec le tourisme. Mais je rappelle juste que le tourisme, c'est 25 milliards de chiffre d'affaires par an et 5 000 emplois. Voilà ce que je veux dire, en tout cas, en termes de diversification économique pour notre mouvement. Nina Mullier est prête aussi à nous parler justement de cette diversification. Vous l'avez dit vous-même, hein, la ressource en nickel n'est pas durable. À côté, il faut bien développer d'autres secteurs d'activité. C'est ce qu'on a tenté de faire, hein, l'aquaculture, la pêche, le tourisme aussi. Nina Julier. Alors encore une fois, la question pour aller plus loin que ce que vient de dire Annick Oisé, c'est comment la France peut nous permettre d'être à la hauteur de ces ambitions qui sont partagées par tous. Être autosuffisant pour l'alimentation, être autosuffisant pour l'énergie, essayer de diversifier notre économie pour ne pas être dépendant du nickel, c'est notre objectif partagé à tous. Maintenant, la différence, c'est que nous, les loyalistes, on souhaite et on pense qu'on y arrivera plus facilement en conservant la France et en c'est-à-dire étant que vous ne faites pas confiance aux accompagnés. Calédoniens, à l'intelligence des Calédoniens pour revenir à cet accord de Nouméa qui est un pari sur l'intelligence? Pas du tout, mais c'est très bien que vous parliez de l'intelligence des Calédoniens parce que qui permet aux Calédoniens aujourd'hui de se former et d'aller à l'école? C'est bien parce qu'on a des enseignants du secondaire qui sont encore financés par l'État à hauteur de 50 milliards que nos enfants peuvent aller à l'école gratuitement. C'est bien parce qu'on a une université de qualité financée par l'État que nos jeunes peuvent poursuivre des études sur le territoire. C'est bien parce que le baccalauréat est un diplôme français qu'on peut continuer ses études en métropole et partout dans le monde d'ailleurs et revenir en Calédonie, être formé. Et moi, je pense que si on veut diversifier notre économie, il faut fabriquer des cerveaux. Et j'ai confiance en l'intelligence calédonienne, mais faut-il encore qu'on la forme? Et c'est là que l'État a un rôle très important à jouer parce que c'est l'État qui nous permet de financer la formation de nos jeunes. Et c'est ça qui va nous permettre ensuite de diversifier notre économie. Je vais prendre quelques exemples. Dans l'environnement, on peut développer énormément de métiers et grâce à la France et grâce à l'Europe, on peut avoir l'ambition d'avoir une université qui va rayonner dans le Pacifique, qui va attirer les meilleurs chercheurs au monde, les meilleures start-up et qui va permettre à nos jeunes de passer tout un tas de diplômes et de devenir des vrais leaders en matière environnementale. Et ça, c'est grâce à la France, grâce au financement de l'Europe. Si aujourd'hui, on est allé aussi loin dans la transition énergétique, c'est parce qu'il y a eu les fonds européen de développement, ce qu'on appelle le FED, qui nous a permis au départ de lancer tout un tas de programmes innovants en matière énergétique. Merci Nina Julier. Joseph Goromido, je voudrais vous entendre sur la diversification. Est-ce que la Nouvelle-Calédonie a mis les moyens en place, ou autre, en tout cas pour la province Nord, pour diversifier justement ses activités? Bien sûr qu'on a mis les moyens en place. Je disais tout à l'heure, la ressource nickel, ça fait partie du capital naturel
Mais il y a d'autres ressources qui sont à côté du nickel. Le nickel, c'est non renouvelable. Il y a la biodiversité, il y a l'agriculture, il y a l'économie verte, l'économie bleue, il y a l'économie numérique. En tout cas, dans l'agriculture, aujourd'hui, ça peut assurer l'autosuffisance. À 18% pour l'instant. Mais il y a deux parties de l'agriculture. L'agriculture marchande et l'agriculture vivrière, non marchande. Celle-là, elle assure à 100% l'autosuffisance. Et il faut travailler sur l'agriculture marchande. Sur l'élevage bovin, on est autosuffisant. L'élevage porcin, non. Donc il faut travailler sur les secteurs où on peut améliorer, faire en sorte que la production y corresponde aux besoins de la population. Moi, je pense que par rapport à l'État, nous sommes responsables ici sur place. Et il faut que les acteurs économiques ils se lancent dans ces secteurs-là. En économie numérique, presque tout le monde aujourd'hui est sur les services en communication, en information. Et donc il faut insister dessus. Et comme disait ma collègue Nina Julie, il y a des start-up qui peuvent innover dans ces secteurs modernes. Il y a des clusters qui, géographiquement, ils se regroupent pour travailler la maintenance, pour travailler l'économie bleue, le maritime, etc., etc. Donc c'est ça la diversification. Mais à partir de la ressource nickel, avec la rente métallurgique, on peut impulser ce développement et mettre en place le tissu économique. Faisons déjà la province Nord, mais la province Sud le fait aussi. Maintenant, il faut avoir une vision pays. Donc je disais à titre d'exemple, on peut citer l'économie, le type d'économie de la France, qui est une économie de service, justement. Oui. On va faire un dernier tour de table, puisque nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. On va commencer par vous, Annie Croiset. Alors, quelle est la première des priorités, parce qu'on a beaucoup parlé de développement économique, justement pour le développement économique du pays? Alors, la première... Je vous ai expliqué tout à l'heure la diversification que nous on porte, mais pour moi en tout cas, comme le sujet aujourd'hui c'est le nickel, pour moi la priorité c'est de maîtriser nos matières premières, maîtriser nos ressources. C'est un moyen d'être souverain. Voilà, c'est ça la conclusion que je peux dire en tout cas pour le nickel. Merci. Joseph Goromido. Moi j'ai une vision en patrimoine, donc on a le capital naturel, mais le plus important c'est le capital humain. C'est la formation, c'est l'éducation, c'est la solidarité, c'est le culturel. Parce que c'est l'homme qui pilote toutes ces choses-là, qui pilote l'économie. Et on termine avec vous, Nina Julier, puisque le tirage au sort vous a désigné pour clôturer cette émission. Moi, je considère qu'aujourd'hui, être français, donc être européen, est une véritable opportunité, notamment dans le secteur économique. D'abord parce que la France nous protège. Petit pays perdu dans le Pacifique, on est la convoitise de grandes puissances. Et aujourd'hui, nous préférons appartenir au pays des droits de l'homme plutôt qu'être dépendants d'autres puissances qui, elles, ne garantissent pas la liberté, l'égalité, la fraternité. Et puis, c'est aussi grâce à la France et à l'Europe que nous pouvons cultiver notre capital humain qui est nécessaire à développer notre économie, parce que c'est bien les hommes, de par leur engagement, de par leur travail, de par leur intelligence, qui créent de la richesse. Et aujourd'hui, pour créer de la richesse en Nouvelle-Calédonie, pour innover, pour avoir des nouvelles idées, pour développer des nouveaux secteurs, je pense au numérique, je pense à la biodiversité, il faut avoir des gens formés. Et si demain l'école est payante, si demain on ne peut plus envoyer nos enfants faire leurs études à l'extérieur du territoire, on ne développera pas notre capital humain. Merci Nina Julie. Alors, mesdames, messieurs, merci de votre participation à cette émission. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à lundi prochain. Nous serons avec les jeunes dans la capitale Nouméa. Et veuillez nous excuser pour les petits soucis d'écoute qu'on a pu avoir en début d'émission. Voilà. Bon après-midi sur La Première. Merci. Merci. Question pays, au plus près du référendum.